Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette conférence, cette keynote qui s'intitule « Avez-vous le sens du client ?» Puisqu'à une époque où on parle beaucoup de nouvelles technologies, il ne faut peut-être pas oublier non plus l'humain qui est dans le premier rapport au client. Et pour parler de ce sujet, je vais demander à Thierry Spencer de me rejoindre. Thierry Spencer, vous pouvez l'applaudir. Merci. Thierry Spencer est un observateur. Il est aussi auteur d'un blog qui s'appelle justement Le sens du client. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu en mars dernier. Et aujourd'hui, c'est un résultat, la suite de l'événement. Et vous saurez tous sur ce qu'il faut faire pour avoir un vrai sens du client. Et si vous l'avez, en fait, bonne conférence. Merci beaucoup. Merci de cet accueil. Je suis ravi de vous retrouver. En effet, je vais me présenter rapidement. Et j'appuie sur ma télécommande et je fais signe à la régie que je suis fin prêt, qui me dit que tout est prêt. Donc on y va. Je reviens un tout petit peu en arrière de ce fait. Oui, donc mon nom est Thierry Spencer et j'ai une double casquette. Je suis associé d'un cabinet de conseil qui s'appelle l'Académie du service, qui existe depuis une vingtaine d'années. On a la chance d'accompagner des entreprises de toute taille et de tout secteur. Et j'aurai l'occasion d'y faire référence. Et on a aussi la joie d'accompagner certains d'entre vous dans le secteur de l'immobilier, dans lequel, vous le verrez, je suis pas un expert, mais plutôt un débutant. Et c'est sous ce prisme que je vais vous présenter pendant 45 minutes la suite de ce que j'avais pu faire au mois de mars dernier. Mon autre casquette, c'est blogueur. Ça fait 15 ans que chaque semaine, je publie sur mon blog Sens du client un billet. Donc j'en suis à 990. Je vais bientôt fêter mes 1000 billets. 990 billets qui sont des chroniques d'études, des interviews, des synthèses de livres, des expériences personnelles, des résultats d'études aussi. Donc je vous invite à y aller pour partager, vous enrichir et enrichir vos collègues. J'ai transformé ce blog en livre il y a quelques temps qui porte le nom de la conférence que j'ai préparée pour vous et spécialement pour le secteur de l'immobilier. J'ai transformé aussi ce livre en vidéo et je vous invite sur YouTube à trouver quelques-unes de mes vidéos que j'essaye de faire les plus légères possibles sur le thème qui me passionne, à savoir l'expérience client. Je vais faire un rapide sondage. Quels sont celles ou ceux d'entre vous qui ont assisté au webinaire pour Rent le 31 mars dernier où je présentais 3 tendances clients? Vous pouvez lever la main pour me le dire. Il y a 1, 2, 3, 4 personnes. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Si vous avez raté l'épisode précédent, vous allez vous retrouver directement dans cette fabuleuse série concernant le client. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour avoir le sens du client. Et comme je vous disais, je suis vraiment un débutant. J'ai fait mes débuts dans le monde de l'immobilier en tant que client il y a moins de 18 mois maintenant, puisque j'ai vendu un appartement. C'est la première fois que ça m'arrivait de ma vie. J'ai acheté un appartement en loi Pinel à Lille. Et j'ai acheté une maison dans le Vaucluse, où je réside désormais pour la moitié de mon temps. Donc j'ai fait beaucoup d'expériences, et dans le neuf, dans l'ancien, comme vous pouvez le voir, avec pas mal de transactions et beaucoup d'expériences, et j'essaierai de les mettre aussi en perspective dans ce que je vais vous raconter. J'ai 5 conseils à vous donner qui sont issus d'études, issus de mon exercice d'observation sur mon blog, que je fais chaque année aussi, un exercice de tendance. Mais avant ça, j'aimerais, en guise d'introduction, vous partager les résultats du baromètre de la symétrie des attentions, qui est publié depuis 8 ans par l'Académie du service. Rapidement, qu'est-ce que la symétrie des attentions? Le principe selon lequel la qualité de la relation client doit être symétrique de la qualité de la relation entre les personnes au sein d'une organisation. Et donc cette étude est une étude en miroir. Et j'ai préparé pour vous un focus sur l'immobilier, et notamment un chiffre que j'adore, qui pour moi est vraiment fondateur, et qui est un chiffre qui ne varie pas trop depuis 8 ans malheureusement, et dans lequel vous, alors quand je dirais vous, je vais m'adresser à vous tout le secteur de l'immobilier, vous m'en voudrez pas, et je vais vous parler de l'écart de perception. Qu'est-ce que l'écart de perception? Vous voyez à gauche de l'écran la satisfaction moyenne des clients dans le secteur de l'immobilier, qui est pas bonne. 43% des clients se déclarent satisfaits de leur dernière expérience dans le secteur de l'immobilier, quelle que soit cette expérience. Et puis, à droite, votre
estimation de tous les professionnels de l'immobilier, quand on leur pose la question, comme vous pouvez le voir, selon vous, quel est le niveau de satisfaction des clients de votre organisation? Ils répondent 71%. Bien sûr, avec tout ce qu'on fait. Vous ne vous rendez pas compte, avec tous les outils digitaux qu'on a mis en place depuis des années, avec tous les process qu'on met en œuvre, toutes les règles, avec les instructions de mon manager, avec la politique de mon entreprise, avec d'ailleurs toutes les mesures de satisfaction qu'on fait tous les jours, à chaud, à froid, à tiède, etc. Normalement, le client, à la fin, devrait être content. La vérité, c'est que vous détenez ce record triste d'écart de perception. Il y a 28 points d'écart entre ce que pensent les clients et ce que vous estimez, vous. Pardonnerez à chaque fois de vous pointer un peu du doigt. Alors, à la fois, c'est très légitime, on ne peut pas vous en vouloir, parce qu'on se dit, après une journée de travail, après avoir tout donné, comme je vous le disais, après avoir respecté les règles, les process, après avoir suivi les instructions de son manager, suivi la politique de l'entreprise sur l'expérience client, on se dit, normalement, avec tout ça, en plus, je travaille le week-end, je travaille le soir, je fais tout pour mes clients, normalement, ils devraient être contents. Donc c'est bien là où on a presque une première leçon, si je puis dire, c'est de se réconcilier un petit peu avec ce que pense le client au final. Comme je vous le disais, vous détenez ce triste record. Vous êtes ex-aequo avec le secteur de la banque, avec 28 points d'écart, et vous avez aussi un autre record, c'est le plus faible taux de satisfaction. Alors ça tient certainement au fait que vous vous donnez beaucoup. C'est vrai en général, quand j'observe les résultats d'études des collaborateurs de votre secteur, pour les clients pour lesquels on a la chance de travailler, je vois un très fort engagement. C'est vrai qu'on est engagé dans ce métier. C'est un métier de passionné, l'immobilier. Donc on se dit, avec toute l'énergie qu'on dépense, normalement, le résultat devrait être la satisfaction du client, et ce n'est pas le cas. Alors peut-être que les 5 conseils que je vais aborder maintenant vont vous aider à réduire cet écart, parce que c'est vraiment un des enjeux de l'expérience client, c'est d'être connecté à la perception ultime du client. Un tout petit point, ça va vous dire pour certains ou certaines d'entre vous qui sont plutôt dans le domaine de la qualité. Alors j'ai transformé ce cercle de la qualité en cercle de l'expérience parce que je pense qu'il vous va bien. Vous voyez ici, c'est ce qu'on enseigne aussi dans toutes les bonnes écoles quand on parle d'expérience client ou de qualité. Vous voyez en haut à gauche ce qu'on imagine, c'est-à-dire ce que le client imagine. Et là, je dirais qu'il a de fortes attentes et des attentes de plus en plus importantes, et d'ailleurs que vous contribuez à faire augmenter tous les jours, puisque c'est vrai que parfois vous vendez aussi beaucoup de rêves. Enfin, en tout cas, on m'a vendu beaucoup de rêves. Et puis en haut à droite, vous avez l'intention de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire ce que nous voulons faire vivre. Nous nous sommes accordés tous ensemble pour faire vivre ça aux clients. Et puis en bas à droite, l'expérience réalisée, c'est ce qu'on produit vraiment. C'est-à-dire, dans les faits, est-ce qu'on a bien respecté tout ce qu'on s'était dit au départ, sur la façon d'accueillir un client, sur la façon de signer, sur la façon de lui remettre les clés, sur la façon de lui faire des visites. Normalement, on a des standards un peu, des standards d'expérience. Et puis, en bas à gauche, c'est ce qui m'intéresse le plus, et c'est ce sur quoi je vais me concentrer dans les slides qui viennent, c'est-à-dire, in fine, ce que pense le client. Et vous voyez ici, il y a un écart entre le cadran en bas à droite et le cadran en bas à gauche. C'est cet écart de 28 points entre ce que vous imaginez, ce que vous produisez réellement et ce que pense le client, ce que ressent le client, quelle est sa véritable perception. Alors venons au conseil. Le premier conseil, cette formule ne vient pas de moi, elle vient d'un homme beaucoup plus intelligent qui est un philosophe et un sociologue qui est Gilles Lipovetsky, qui il y a quelque temps avait dans un de ses ouvrages dit que le consommateur était devenu un collectionneur d'expériences. Je me suis dit c'est exactement ça. Et vous voyez en plus, j'ai enrichi moi-même ma collection dans les 12 derniers mois avec les différentes transactions immobilières dont je vous parlais. Je suis devenu un collectionneur, vous êtes des collectionneuses et des collectionneurs, vos clients collectionnent tous les jours des expériences qui ont pour effet d'augmenter les standards finalement de l'expérience du client tous les jours. Peut-être vous rappeler, alors je suis désolé parce que je suis venu spécialement ici pour vous annoncer parfois des mauvaises nouvelles, mais il faut faire face à la réalité. Vous voyez sur les 11 secteurs d'activité, la satisfaction du client, je vous l'avais révélé un petit peu avant, on était à 40% en 2020, on est à 43% en 2021. Chouette, on évolue de 3 points en l'espace d'un an, mais vous n'êtes pas trop dans la course en fait. Globalement, quand je dis vous, pardon, tous les professionnels de l'immobilier, et Dieu sait si les métiers sont variés, je suis d'accord. Enfin, si vous avez en tête le niveau de satisfaction de vos clients, vous pouvez vous benchmarker par rapport à ça en vous disant on est très au-dessus ou alors on est
On est quand même pas loin de ce niveau de satisfaction. Vous voyez globalement qu'en moyenne, on est à 50% en France, ce qui est quand même pas terrible. Alors, la collection d'expériences, eh bien, c'est vos clients qui tous les jours font des expériences, c'est-à-dire depuis que les VTC ont fait leur apparition en France, alors je parle d'Uber, je pourrais parler de Marcel, je pourrais parler de Captain, enfin qui est devenu FreeNow, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ni plus ni moins que de donner un bon coup de pied au derrière des taxis sur les standards de qualité attendus. Alors, je ne vous parle pas des bonbons, de la bouteille d'eau, de la tenue du chauffeur, quoique maintenant ça a un peu baissé. Mais en tout cas, je pense que ça a été un électrochoc pour les chauffeurs de taxi. Et eux, je ne sais pas s'ils se rendent compte, parce que quand vous leur parlez d'Uber, vous allez passer un sale moment pendant 20 minutes. Ils vont vous dire mais c'est des Américains, c'est une application, vous avez vu comment ils sont traités. Moi, je me suis saigné pour payer 250 000 euros ma licence, et puis vous voyez ces sagouins, ce qu'ils font. En fait, ne soyez pas aigris comme un chauffeur de taxi. C'est-à-dire, au lieu de parler de vos concurrents, parlez du client et parlez de l'expérience que font vivre les nouveaux concurrents en l'occurrence. McDonald's, c'est un sujet intéressant parce que j'ai la chance, avec mes collègues et associés de l'Académie Service, de travailler pour McDonald's depuis maintenant 5 ans. McDonald's, c'est 1500 restaurants en France, 70 000 collaborateurs, 2 millions de repas servis par jour. Et figurez-vous que dans les 10 dernières années, le plus gros investissement de McDonald's sur la planète, ils ont racheté une entreprise. Vous dites, une entreprise, donc quoi, dans le domaine de la nutrition, une entreprise dans le domaine de l'aménagement? Non. Ils ont investi 20 millions de dollars dans l'achat, la prise de participation majoritaire dans une entreprise israélienne, une start-up dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est une des entreprises qui possède le plus grand nombre de données sur les repas, sur les clients, sur toute la planète. Et ils se disent, on va le mettre à profit. Donc c'est aussi un message pour vous dire que vous êtes au bon endroit ici au Salon Rennes, c'est qu'il faut s'intéresser à la technologie, même quand on vend des burgers qu'on sert en 3 minutes 30 dans des restaurants. Et là, on compare l'expérience de McDonald's à son restaurant traditionnel, parce que ça ne vous a pas échappé, McDonald's a décidé en France, qui est une espèce de laboratoire de service pour McDonald's, de lancer le service à table. Le service à table, c'est on supprime les comptoirs, un peu comme on a fait à la Poste il y a 15 ans. Et puis tout à coup, les collaborateurs découvrent qu'ils ont des jambes et puis qu'ils peuvent rentrer en relation et qu'ils ne sont plus des robots derrière un comptoir. Mine de rien, ça change l'expérience. Ça change l'expérience des familles, des 2 millions de personnes servies tous les jours. Et quand ils vont dans un restaurant traditionnel, eh bien, ils se disent les standards ont un peu évolué. Et donc ça, c'est très intéressant aussi. Donc ne soyez pas le serveur de la brasserie parisienne un peu aigri qui va vous dire « Ouais, McDonald's, c'est des Américains, moi... » Donc pensez bien à cette collection d'expériences parce que vos clients, ils vous comparent à d'autres entreprises, ils vous comparent à un Nespresso, ils vous comparent à Amazon, ils vous comparent à Netflix. À Amazon, quand Amazon vous dit je vous rembourse dans 24 heures et que votre assureur vous dit je vous rembourse dans 3 semaines, vous dites je ne comprends pas, j'ai signé mon contrat d'assurance il y a 20 ans et là j'achète une paire de chaussettes et on me rembourse en 24 heures. Donc je comprends pas. Vous comprenez les standards, donc c'est ce qu'on pourrait dire, et c'est un peu la provocation vis-à-vis de vos assureurs et de vos banquiers, tout comme Netflix qui offre une expérience entièrement personnalisée. On s'attendrait à ça vis-à-vis de son fournisseur d'accès à Internet, ou même vis-à-vis de vous. Comparez votre espace client à celui de de la déclaration des impôts en ligne. Bon, ok, c'est une expérience douloureuse, mais c'est quand même une bonne expérience, entièrement personnalisée, sans effort. Et on se fait tous la même remarque quand on a déclaré nos impôts en 10 minutes, alors qu'avant, on sortait son papier, son crayon, on gommait, on se disait est-ce que je ne me suis pas trompé. Donc aujourd'hui, l'expérience est fluide et vos clients vous comparent à d'autres expériences et sont devenus des collectionneurs d'expériences. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas seulement... vainqueur de la Ligue des Nations, on n'est pas seulement champion du monde de football, on est aussi champion du monde sur cet axe de la collection d'expériences, si je puis dire. Vous voyez, 36% des Français ont des attentes plus élevées en raison d'une meilleure expérience dans d'autres secteurs. Donc intéressez-vous à ce qui se passe dans d'autres secteurs. Invitez vos collaborateurs à tous les jours à réfléchir à leurs propres expériences pour en faire une comparaison avec ce que vous produisez tous les jours. Arrêtez, comme dirait Jeff Bezos, qui est quand même l'homme le plus riche du monde, qui produit une des meilleures expériences du monde. Ça devrait nous inspirer tous. Lui dit concentrez-vous sur vos clients et puis arrêtez de penser à vos concurrents. Donc concentrez-vous sur ce que vivent, sur ce qu'attendent vos clients. Alors, il n'y a pas que les clients qui sont collectionneurs d'expériences, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris qu'elles pouvaient s'inspirer d'autres expériences. Vous connaissez tous les Genius d'Apple.
Dès qu'on parle d'expérience client, on parle d'Apple, on parle de Genius, on parle de Nespresso et tout le monde fait ouais, bon, toujours les mêmes exemples. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez les Genius, donc c'est les collaborateurs d'Apple avec leur t-shirt bleu qui ressemblent un peu aux clients et qui sont non pas au SAV mais qui sont au Genius Bar. Vous voyez, tout est marketé, tout est pensé aussi pour le client. Eh bien, on leur dit, votre job n'est pas de réparer un iPhone, n'est pas de réparer un iPad, mais de réparer la relation. Et donc, ça a inspiré d'autres entreprises qui sont dans un classement dans lequel vous êtes aussi malheureusement, qui est le classement de la défiance vis-à-vis de certains professionnels. Donc, vous pourriez citer cette liste par cœur malheureusement. Et dedans, il y a évidemment son interlocuteur dans le domaine de l'immobilier, mais il y a aussi le vendeur automobile. Et donc, BMW, tout comme Mercedes, tout comme Peugeot d'ailleurs, se disent qu'il faut réinventer le métier de vendeur. Et d'ailleurs, si on arrêtait de penser à vendre et si on voulait, essayer de penser à vendre autrement plutôt, et si on passait de la transaction à la relation. Et s'il y avait des personnes qui s'appelaient des product genius, tiens, comme chez Apple, des product genius chez BMW pour accueillir les gens, leur faire vivre une expérience, leur faire tester un nouveau véhicule, donc s'intéresser davantage à ce que va vivre le client plutôt que d'essayer absolument de lui vendre le dernier modèle qui est en stock et que j'arrive pas à vendre, sachant que je vais toucher ma prime si je la vends dans 8 jours. Deuxième exemple, c'est que Leroy Merlin, on se demande toujours pourquoi est-ce que Leroy Merlin est si fort en fait. Pourquoi c'est une entreprise qui se développe à l'international, qui connaît une croissance extraordinaire, un peu grâce à la crise ces derniers mois, mais pourquoi est-ce que cette entreprise arrive à se différencier si fortement d'avec Castorama par exemple? Qu'est-ce qui distingue un marteau chez Castorama d'un marteau chez Leroy Merlin? En fait, rien. En fait, si. C'est l'expérience, c'est le soin accordé à la qualité de l'accueil, par exemple. Et donc, Leroy Merlin se dit, on va aller chercher des idées ailleurs. Donc, ils sont allés dans l'hôtellerie, ils sont allés chez Pullman, et ils se sont dit, tiens, chez Pullman, ils ont un welcomer, une personne qui accueille, et puis qui sait aussi dire bonjour, et puis qui va au-devant des clients. Et puis, c'est pas le dernier stagiaire qu'on met à l'accueil en lui disant, bon... qui est-ce qui va s'occuper de l'accueil ici dans notre agence? On n'a qu'à mettre un stagiaire. C'est le point de contact le plus important, c'est ce qu'on a fait par exemple dans la banque, et ce qu'on continue de faire d'ailleurs. On met le moins qualifié ou la moins qualifiée à l'accueil en potiche, et puis on lui dit, voilà, tu dis bonjour, et puis tu essayes de renseigner les gens. Donc c'est le pire service qu'on puisse rendre à quelqu'un et le mettre en difficulté. Là, en l'occurrence, on se dit, chez Leroy Merlin, quand le welcomer est bien fait, c'est à tour de rôle, tout le monde dans l'entreprise fait l'accueil du client. Et se rend compte à quel point entrer en relation, ça peut faire aussi la différence. La bonne nouvelle, c'est que pour vous qui voulez investir dans la qualité de la relation client et adopter le sens du client, c'est que, comme vous le voyez, l'expérience produite par la société est aussi importante que ses produits et services. 83% pour les particuliers, 89% pour les professionnels. La bonne nouvelle, si vous voulez aussi augmenter votre chiffre d'affaires et votre rentabilité, c'est que oui, la majorité des clients particuliers comme professionnels sont prêts à payer plus pour une meilleure expérience. Vous devriez d'ailleurs méditer. Quand on prend un peu de recul sur Nespresso, souvenez-vous, il y a 20 ans, le café, vous alliez acheter votre café chez Carrefour ou chez Leclerc, c'était legal, le goût, grand-mère sait faire du bon café, enfin bref, pas un très bon café. Aujourd'hui, allez faire vos courses, allez acheter du café, vous êtes dans un monde merveilleux de sensations, de grands crus, d'origine, etc. Vous vous souvenez un peu de ça? En fait, c'est Nespresso qui est arrivé, qui a investi dans les meilleurs cafés du monde, qui l'ont vendu 40% plus cher. Ils l'ont mis dans des capsules, ils ont proposé des machines, ils ont rajouté Georges Clooney, ce qui a fait quand même quelque chose un peu, mais pour l'image. Mais le plus important, c'était l'expérience. Donc on s'inspire des codes du luxe pour offrir une expérience pour le produit le plus banal du monde. Et donc oui, les gens sont prêts à payer plus pour une meilleure expérience. Donc c'est aussi une des leçons de ce premier conseil, donc se comparer aux nouveaux standards de l'expérience et faire la différence avec cette expérience. Donc faites-le tous les jours, devenez des professionnels de l'expérience client. Deuxième conseil, investissez dans les moments de vérité, dans les moments qui comptent le plus en fait, pas dans ce que vous aviez imaginé comme étant le parcours du client, ce que je vous ai présenté, c'est-à-dire l'expérience produite. Donc on a prévu un process, un parcours visiteur, un parcours signature. Donc normalement on va dérouler tout ça, il y aura des points de contact. Et en fait on a un peu oublié que dedans, il y a des points de contact qui comptent plus que d'autres. Il y a des interactions humaines, il y a des interfaces digitales qui sont beaucoup plus fortes que les autres. Vous avez remarqué, et je vous ai parlé de Nespresso,
c'est quand même assez dingue de penser que aujourd'hui, le soin accordé à la remise de votre véhicule neuf, en moyenne en France, je crois que c'est un peu plus de 22 000 euros, hein, le prix moyen d'un véhicule neuf, 22 000 euros. Vous pensez pour celles et ceux qui ont acheté un véhicule il y a pas longtemps, pour 22 000 euros, ce à quoi vous avez le droit par rapport à Nespresso, une machine à 100, 150 euros, okay, 40 euros de capsule. Donc quand je pense à ça aussi, je me dis, tiens, et je vais rebondir sur le client collectionneur, c'est que quand j'ai fait mon investissement à 300 000 euros à Lille d'ailleurs, dans un nouveau programme en Pinel, 300 000 euros en fait. Donc j'arrive, j'ai en tête mon investissement à 300 000 euros. Et j'arrive et qu'est-ce que je vois? En fait, je vois une table de camping avec une nappe en papier, avec un jus d'orange Lidl, 3 chouquettes, et puis on m'offre un tote bag en toile de jute avec le logo de l'entreprise que je ne citerai pas aujourd'hui, avec à l'intérieur un porte-clés et puis une clé USB. Je me dis, pour 300 000 euros, j'ai droit à ça en fait. Voilà. Et donc ça, vous voyez, on retrouve l'origine de cet écart de perception, c'est-à-dire, ouais, c'est un appartement comme un autre, hein, on en vend 10 par jour, donc 300 000 euros quand même, bon, c'est 300 000 euros. Dans l'automobile, on se dit, ouais, des voitures, on en vend tout le temps, 22 000 euros, qu'est-ce que c'est? Si on se met à la place du client, 300 000 euros, pour moi, c'est énorme. C'est mon plus gros achat, mon plus gros investissement immobilier de toute ma vie. C'était même la première fois qu'on m'accueillait pour me remettre les clés d'un appartement neuf dont je suis propriétaire. Et donc je me dis, mais en fait, dans les standards, mais est-ce qu'on a bien conscience de l'investissement financier, mais l'investissement émotionnel du client? Est-ce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des grands moments et des petits moments et qu'il y a des entreprises qui investissent dans la qualité de ces moments parce qu'ils se mettent à la place du client? Alors évidemment, je vais vous faire un peu de provocation. Si vous voulez savoir comment designer les bons moments, allez pas loin d'ici, à Disneyland Paris. Lisez le livre Be Our Guest. Donc on vous explique comment est-ce qu'on design l'expérience du client. Eh bien, on appelle ça un moment magique. Et vous allez voir que ça peut s'appliquer à votre profession. Un moment magique à Disneyland n'est produit qu'à la condition qu'il réponde à 3 critères. High touch, donc forte interaction, ça vous savez faire. High show, vous savez faire aussi. Vous vendez parfois sur plan, vous faites visiter, vous faites rêver. Donc on est aussi dans cette forme d'engagement, de spectacle, si je puis dire. Et puis high tech, l'exactitude, l'expertise, le digital. On est ici pour en parler. Donc les bonnes expériences, comment elles sont conçues en fait? Comment est-ce qu'on prend conscience du fait qu'il faut faire vivre quelque chose au client qui soit mémorable, qui soit particulier, qu'est-ce que le soit secteur? Eh bien, allez donc à Marne-la-Vallée et vous apprendrez beaucoup plus de choses, et même en lisant ce livre que en lisant des livres sur l'expérience client. Retenez aussi que plus ça va, plus le client qui est autonome, eh bien, optimise son temps. La digitalisation lui permet de réduire le temps. Et donc, vous avez de moins en moins l'occasion de faire la différence. Vous le savez, vous voyez de moins en moins vos clients. Ils viennent de moins en moins dans vos agences. Ils viennent de moins en moins vous voir. Vous faites de plus en plus de signatures électroniques. Vous faites de plus en plus de visio à distance. Vous les voyez de moins en moins. Donc, quand vous les voyez, n'oubliez pas de jeter votre table de camping, votre nappe de papier avec votre jus de pomme Lidl et vos chouquettes. Parce que en fait, le client attend autre chose. En fait, il attend non seulement ça, mais il attend cette relation particulière et qu'il soit à la hauteur de son investissement émotionnel. Donc, à retenir de cette deuxième leçon, se concentrer sur les moments à fort enjeu, c'est-à-dire de se dire tous les moments ne sont pas égaux. Bien sûr, des points de contact, vous en avez beaucoup. Le parcours du client, il est très long, avec beaucoup de prestataires. Vous dites, oui, mais chez nous, c'est pas pareil. D'ailleurs, c'est ce que j'entends à l'Académie du service. Dès qu'on commence à travailler pour une entreprise, quel que soit le secteur, on fait le diagnostic de l'expérience client. On nous dit, oui, je vous préviens, chez nous, c'est pas pareil. Dans la banque, c'est pas pareil. Okay. Dans l'automobile, nous, vous savez, vous connaissez pas bien le métier, je vais vous expliquer. Dans l'immobilier, on m'explique ça aussi. On me dit, vous savez, dans l'immobilier, M. Senser, c'est pas pareil. Hein. Vous savez, on a des contraintes légales. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui doivent travailler ensemble. Et puis, bien sûr, des outils, des bases de données qui doivent se parler. C'est pas facile du tout, hein, vous savez. Hein. Oui, ok. Bon, c'est toujours un peu la vieille même histoire. Et donc, on se concentre toujours sur en fait, ce qu'on produit, sur les bonnes vieilles règles, comme je vous disais, plutôt que ce qui compte vraiment, ce qui fait battre le cœur du client. Et ça, vous avez un avantage là-dessus, parce que dans votre secteur, vous savez ce que ça veut dire l'émotion. Vous savez ce que ça veut dire faire vivre, voir les yeux du client qui brillent quand il voit son bien, quand il a ses clés. Donc, les grands moments. Et là, je vais vous reparler d'un peu de Disneyland, parce que l'expérience client ressemble parfois
aux montagnes russes. Donc c'est plutôt Big Thunder Mountain que Small World, si vous connaissez les attractions de Disneyland. Donc Big Thunder Mountain, c'est-à-dire je le rêve, la signature, et puis après, il ne se passe plus grand-chose. Ou en tout cas, ce qui se passe, c'est que des problèmes. Et là, on ne sait pas trop le faire. À propos de problèmes, qui est quand même le grand sujet du client, c'est son sujet préféré, c'est arriver à résoudre ces problèmes, à trouver une réponse aux questions. Eh bien, il y a la résolution. Se concentrer sur la résolution, et là, nouveau chiffre qui vient donc de l'étude que je vous citais tout à l'heure, publiée au mois de septembre dernier. Eh bien, il y a encore un écart. C'est-à-dire que vous pensez, professionnel de l'immobilier, vous pensez que vous faites en sorte que les problèmes des clients soient résolus. Vous êtes 49% à penser ça, d'ailleurs. Et puis, les clients se disent non. Il y a 2/3 des clients qui se disent que, ils doivent faire des efforts pour que leurs problèmes soient résolus. Oui, je vous le confirme. Oui. L'entreprise qui gère actuellement la location de mon appartement à Lille a créé un espace client sur lequel je ne comprends rien. D'accord ? Quand je les appelle, je n'arrive pas à les joindre non plus. D'accord ? Quand je leur pose des questions, je n'ai pas la bonne réponse tout de suite. Donc, je suis obsédé par la résolution, je suis obsédé par les efforts que je dois faire tous les jours pour trouver l'adresse du notaire à la dernière minute parce qu'il ne me l'avait pas envoyé, ou alors X et Y raisons, toutes de détails qui viennent finalement irriter votre client. Donc il faut en avoir conscience parce que, comme vous le voyez, malheureusement, les scores ne sont pas terribles sur ce sujet de la résolution, sur ce sujet de la réduction de l'effort dans votre secteur d'activité. Alors bien sûr, mais je ne dois pas être le seul à vous le dire aujourd'hui, si vous allez sur tous les stands, vous allez apprendre beaucoup de choses sur la digitalisation, sur l'amélioration de l'expérience client, et vous voyez que les standards, ils évoluent. Aujourd'hui, la majorité des clients s'attendent à trouver ce dont ils ont besoin de la part d'une entreprise en moins de 3 clics. 65% pour les professionnels. Vous-même, vous avez cette exigence. Donc, est-ce que vous faites le test sur vos sites? Est-ce que vous faites le test sur vos applications? Est-ce que vous êtes vraiment à la hauteur? Est-ce que vous êtes prêt à résoudre les problèmes des clients et vous inspirer des meilleurs pour le faire? La résolution au premier contact, ça devrait être le seul critère d'un service client. On pense à la durée moyenne de traitement. D'ailleurs, quand on dit traitement, moi j'ai les oreilles qui saignent parce que on traite des dossiers. On devrait dire la durée moyenne de conversation, par exemple. Je referme la parenthèse. Le seul critère valable pour un service client, ça devrait être la résolution, le once and done, le first call resolution, le first contact resolution, appelez-le comme vous voulez. Le seul critère, ça devrait être ça. Est-ce que je suis capable de répondre tout de suite? Est-ce que j'ai les bonnes informations? Est-ce que la personne que je contacte est capable de résoudre mon problème tout de suite? Et vous allez me dire, oui, M. Spencer, dans l'immobilier, vous savez, c'est compliqué. On a beaucoup de dossiers, on a beaucoup d'informations, donc on ne peut pas non plus répondre à tous les clients. Et en plus, on n'a pas que ça à faire. Bon. Donc vous voyez qu'obtenir une réponse directe, c'est 92% de satisfaction. Faire une relance, vous tombez à 65%. Faire plusieurs relances, vous tombez à 22%. Et à la fin, même si vous avez rêvé, même si vous avez adoré mettre les pieds dans votre nouveau bien avec des clés et votre tote bag en jute avec le logo dessus et puis le porte-clés, souvenez-vous, vos clients risquent de déchanter au fur et à mesure qu'ils avancent, si je puis dire, dans leur expérience. Donc les enjeux ici, c'est adopter les indicateurs de mesure de la résolution. Pensez à ça. Par exemple, Amazon ne fait que ça, en fait. Amazon ne mesure que ça. Dans tous ses services clients sur la planète, ils ne mesurent leur performance qu'à l'aune de la First Call Resolution. C'est-à-dire le client nous appelle, on doit résoudre son problème. Tout de suite. Il ne doit pas nous rappeler. Il ne devrait même pas nous appeler, en fait. Si vous lisez des livres en anglais, je vous recommande de lire le premier livre du vice-président d'Amazon, vice-président expérience client. Le livre s'appelle, c'est génial, The Best Service is No Service. Le meilleur service, c'est pas de service. Et derrière cette provocation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit tout concevoir pour que le client n'ait même pas besoin de nous appeler pour résoudre son problème. Tout doit être anticipé. Tout doit être pensé. L'espace client doit être bien renseigné. Le client devrait pouvoir avoir accès à ces informations, comme vous le voyez, en quelques clics, et ne même pas devoir s'adresser à une personne qui, en plus, va perdre du temps à répondre à des questions sans valeur ajoutée. J'ai mis un cactus parce que écouter le client, évidemment, ça pique un peu. Donc, développer l'écoute du client, c'est un sport qui devrait aussi vous inspirer. Nouveau chiffre issu de notre baromètre de la symétrie des attentions de l'Académie du service, l'écoute et le feedback.
quand on vous pose la question, à vous, professionnels de l'immobilier, vous êtes eh bien, 2/3 à dire oui, une forte attention est prêtée aux réclamations et avis des clients, 64%. Et là, 29 points d'écart, parce que quand on pose la question à vos clients de l'immobilier, ils répondent non, en fait, non. Ils sont 2/3, c'est exactement l'inverse, ils sont 2/3 à dire non, ils ne prêtent pas une forte attention aux réclamations et avis des clients. Donc il y a un écart très fort, les collaborateurs de l'immobilier surestiment très fortement leur capacité d'écoute. Entre ce qu'on dit, bah oui, on a investi des millions dans notre service client, maintenant il y a une nouvelle personne au service réclamation, on a un service après-vente, on s'occupe maintenant de mieux en mieux des clients, on leur répond, avant on leur répondait en 15 jours, maintenant on leur répond en 10 jours, hein. Donc on a fait beaucoup de progrès. Pendant ce temps-là, le client dit, mais attendez, mais où êtes-vous en fait? Et donc vous voyez cet écart, et donc c'est vraiment un message d'alerte pour vous en tant que professionnel de l'immobilier. Alors, je dis pas, je vous ai présenté un cactus, je ne dis pas que c'est facile d'aller au-devant du client. Et d'ailleurs, tous les jours, la plus grande difficulté, quand on écoute les collaborateurs qui se mettent en posture d'écoute du client, même moi je l'ai été avant d'être consultant, j'étais de l'autre côté de la barrière, et je peux vous dire que en fait, inciter, former, motiver les personnes pour aller au-devant de problèmes, c'est pas facile. Et c'est vrai que dans l'immobilier, je me suis rendu compte dans beaucoup d'interviews de collaborateurs que j'ai pu faire que les problèmes étaient tellement énormes que les collaborateurs finissaient par dire non, j'ai peur d'appeler le client. On va pas l'appeler. Ouais, par exemple, mon chantier a eu du retard pour la construction de l'appartement que j'ai acheté. En fait, on se dit on va quand même pas l'appeler pour lui dire qu'on a un retard de 3 mois. Qu'est-ce qu'on fait? On doit lui envoyer un recommandé. Vas-y, envoie un recommandé, d'accord? Donc j'ai reçu un recommandé, puis j'ai reçu 2 recommandés. Donc voilà une belle relation, vous voyez, avec l'immobilier, 2 recommandés. À l'heure où tout est évidemment complètement digital, je dois prendre mon avis, je dois aller à la poste, faire la queue à la poste, prendre un recommandé, puis voir la bonne nouvelle, ils sont sympas. C'est vrai que j'apprécie ce ton. Madame, monsieur, conformément à nos obligations légales, ça c'est de la vraie relation, vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est pas possible de vivre ça. Moi j'ai vécu ça. Ça coûtait quoi de m'envoyer même un SMS ou de m'appeler pour me dire « Monsieur Spencer, je suis navré, vous savez, en ce moment, c'est une période un peu difficile pour tout le monde. Le chantier a pris du retard. Je vous présente toutes nos excuses et croyez-moi, je vous tiens au courant de l'avancée du projet. » Et j'aurais raccroché, j'aurais dit à mon épouse « enfin, je les comprends. Il est sympa quand même. » Non, là, non. 2 recommandés. Je me dis, le jour où j'arrive, mettez-vous à ma place, le jour où j'arrive et que j'ai ma table de camping avec ma nappe en papier, avec le jus de pomme Lidl, vous l'avez, ça y est, je finis par le répéter, mais je suis déjà bien énervé, parce que j'ai reçu 2 recommandés, et donc j'ai 2 recommandés plus une table de camping avec une nappe en papier. Donc au bout d'un moment, ça finit par un peu irriter, et je reconnais que les collaborateurs se disent, écoutez le client, ouais, mais enfin bon, avec ce qu'on lui a fait vivre, oh là là, j'ai du mal. Alors, donner son avis, je suis d'accord. C'est le nouveau sport national, vous le voyez partout, alors ça sert plus ou moins à quelque chose, il y a des entreprises qui le font aussi plus ou moins bien. Aujourd'hui, 859 millions d'avis et d'opinions de clients sur TripAdvisor. Voilà un secteur dans l'hôtellerie et la restauration, hors Covid, on pourrait dire, qui a bénéficié de la voix du client. C'est-à-dire que tous les jours, ils ont du feedback. Et du feedback qui pique, en fait. Et tous les jours, ils savent que le client peut ressortir en disant « je suis content, je ne suis pas content, je mets 5 étoiles, je mets 1 étoile ». Et donc, ça met un peu tout le monde en tension et ça bouge, je dirais, les collaborateurs. Les meilleurs, au lieu de dire « oh, TripAdvisor », un petit peu comme vous voyez, le conducteur de taxi ou alors le serveur de la brasserie parisienne à dire ouais, c'est des Américains, ouais, et puis tous les avis sont faux. Bon, ils sont tous faux, non, ils ne sont pas tous faux, non. Et la plupart sont vrais, et puis la plupart piquent en fait. Et la plupart sont le reflet de la réalité. D'ailleurs, observez bien vous-même quand vous lisez des avis, après être allé dans un restaurant, vous dites bah oui, c'est vrai. Et le restaurateur vous dit franchement, les clients, mais en plus, les Français sont râleurs. Oui et non. Alors, c'est pas évident ça non plus. On pourra en débattre pendant des heures, mais il est juste exigeant et il a le droit en fait. Donc, vous voyez, la voix du client, un sport qui est devenu international, et je vous parle même pas de l'extension du domaine de l'écoute du client. Vous voyez, même Citroën a créé Citroën Advisor. 60 000 avis clients en ligne sur la gamme de véhicules Citroën, donc, et aussi sur les concessions et aussi sur les collaborateurs. Donc on se met dans cette dynamique de se frotter finalement à ce que pense le client et en plus on le publie. La meilleure pratique que je connaisse, c'est Decathlon.
encore un champion français, un catégorie killer, une entreprise en croissance à l'international. Et après, on se dit, mais comment ils font chez Decathlon? Ouais, c'est facile, ils vendent des articles de sport, ils sont tous sportifs. Ouais, bon. Mais en fait, c'est se mettre en tension avec la voix du client, c'est-à-dire aller collecter les avis. Je collecte un avis d'un produit fabriqué par Decathlon, ce qui est quand même la majorité des produits vendus chez Decathlon. Et si le produit a reçu plus de 20 avis, et si la note est en dessous de 3 sur 5, eh bien, il est retiré de la gamme. Et en plus, cerise sur le gâteau, le chef de produit, comme vous le voyez ici, là en l'occurrence, on parle de David. Non, David, c'est le client. On parle de François-Xavier. François-Xavier, sur le site de Decathlon, dit on n'est pas bon en fait. On n'est pas bon et ce but, il n'est pas bon, on va le refaire en fait. Les notes sont pas bonnes et on va refaire le produit. Donc ils s'exposent et ils disent oui, on est faillible, on n'est pas parfait en fait. Parce que dans le monde du service, évidemment, on n'est pas parfait. Et ça, il faut en prendre conscience. Parce que beaucoup d'entreprises se disent je rêve d'une expérience client qui soit parfaite. Je rêve du parcours client idéal. D'ailleurs, tous les jours, on design des parcours du client idéal et même du parcours idéal du client. Et donc, on se dit, on est dans un monde de rêve et normalement, il n'y aura jamais de retard. Enfin, bon, vous savez qu'il y a toujours des retards. Vous savez qu'il y a toujours une panne informatique. Vous savez qu'il y a toujours un bug. Vous savez qu'il y a toujours un collaborateur en retard. Vous savez qu'il y a du verglas sur les routes. Dans le monde du service, le zéro défaut n'existe pas. Donc, quand on s'est dit ça, on se dit, on est faillible. Donc, on a des clients mécontents. Donc, qu'est-ce qu'on fait face aux clients mécontents? Eh bien, on essaye d'investir un petit peu plus pour les rattraper, pour au moins présenter ses excuses, pour lui dire « je vous ai bien écouté et désormais, je veux m'améliorer ». Et donc, le zéro défaut n'existe pas. Donc, reconnaître qu'on n'est pas parfait, être à l'écoute permanente de ses clients et puis prendre en compte les feedbacks en permanence pour s'améliorer. Et donc, les deux leçons de cette avant-dernière leçon, les deux conclusions de cette avant-dernière leçon, c'est développer la culture du feedback, aller au-devant du client et donc des cactus, des problèmes, des irritants, et utiliser la voix du client pour l'amélioration permanente de la qualité, parce que ce n'est pas que pour faire beau. Enfin, beaucoup d'entreprises sont contentes, parce que peut-être que vous aussi, là, au moment où je vous parle, vous avez reçu sur votre boîte mail le nouveau rapport du NPS de ce mois-ci. Ah oui, on est passé de -2 à -1. Ouais, c'est pas mal. On a les félicitations de la présidente ou du président. On est passé d'un taux de satisfaction de 53,7 à 53,9. Ouais, on va célébrer ça, en fait. Bon, les chiffres, les mesures, c'est bien, mais la réalité du client et l'amélioration de sa satisfaction, c'est mieux. La prise en compte des verbatims, de ce qu'il dit vraiment, de ce qui se passe dans la réalité de la table de camping avec la nappe en papier. Dernier point qui vous intéresse, parce que je l'ai trop entendu dans le monde de l'immobilier, c'est quand on me dit « oui, mais l'expérience client, il n'y a pas que nous qui la produisons, on est plusieurs en fait. On est beaucoup, il y a beaucoup de personnes. Il y a celui qui construit, il y a celui qui accueille, il y a celui qui fait signer. Vous vous rendez compte ? Tous les gens qui nous ruinent notre expérience qu'on avait pourtant bien designée au départ, quoi. » Alors, comment est-ce qu'on s'en sort quand on a plusieurs prestataires, plusieurs partenaires qui, en fait, coproduisent l'expérience du client. Alors, mauvaise nouvelle, encore une mauvaise nouvelle, vous allez me détester, en fait, je suis venu porte de Versailles pour vous présenter des chiffres pas terribles, mais ils sont vrais, donc vous devez faire face à la réalité. Donc, si vous êtes venu à cette conférence, c'est pour faire face à la réalité et vous améliorer. 15 points d'écart entre la coopération telle que ressentie au sein de l'entreprise et puis ce que sentent les clients. Parce que les clients, ils savent ce que c'est la coopération en fait. Ils savent ce que c'est d'avoir une personne en lui disant voilà, je vous appelle, je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans l'appartement qui m'a été livré, donc neuf, loi Pinel, qui était toujours pas loué, donc il a fallu quand même 2 mois pour le louer, donc, alors qu'on m'avait dit vous allez voir, ça part comme des petits pains. Non, 2 mois, bon bref. Un dégât des eaux, mais tout de suite, mais vraiment direct, vous voyez, ça faisait, alors que j'avais 0 réserve, c'était génial, j'étais dans un monde parfait. Et l'été dernier, le promoteur BIP me dit on s'occupe de tout, rassurez-vous, bien sûr, ça fait partie de notre garantie, etc. Et l'entreprise qui a construit le bâtiment, qu'on va appeler BIP aussi, eh bien, est en charge de la réparation et de ce dégât des eaux. Et donc je me dis, bon, bah, tout va bien, je m'en occupe pas, je suis à 900 km de là, bon, c'est normal, c'est leur obligation. Et puis un jour, je reçois un coup de téléphone d'un représentant de la société BIP, enfin le BIP 2, c'est-à-dire ceux qui construisent, et qui me dit, bonjour, je vous appelle pour savoir, vous êtes Monsieur Spencer? Oui. Où en sont les travaux? Mais c'est vous qui les faites, les travaux. Ah, pardon, oui, alors, en fait, on m'a transmis le dossier,
et on m'a demandé voilà, je voulais... Donc, vous me confirmez que vous ne savez pas? Je lui dis non, puisque c'est vous qui faites les travaux. Donc je raccroche, je me dis, mais cette histoire, je vais la raconter un jour, et je la raconte aujourd'hui. Donc je me dis, voilà une autre faille dans la coopération. Donc je me dis, ils ne sont pas transmis les informations. Donc, et ils m'envoient non seulement des recommandés, ils me font un accueil que vous connaissez maintenant par cœur, et en plus, voilà que j'ai un coup de téléphone qui est juste à côté de la plaque. Alors, qu'est-ce que font les entreprises gagnantes? Michelin, superbe entreprise industrielle. Donc là, vous pourrez me dire, je ne vois pas le rapport. En fait, là, il n'y a pas plus de process que chez Michelin, d'accord? Ils fabriquent les meilleurs pneus du monde. Et donc, ils se disent, bien sûr, on fait tout pour avoir le zéro défaut dans nos usines. Mais on sait que le zéro défaut n'existe pas dans le service. Et le service du pneu, c'est quoi? Eh bien, quand le pneu sort de l'usine, il est livré chez les revendeurs ou il est livré chez les constructeurs. Il est livré par qui, en fait? Pas par Michelin, il est livré par tous les partenaires et les prestataires de Michelin. Donc Michelin se dit, eh bien, on va se mettre autour de la table avec tous nos partenaires. Vous voyez, ça c'est une vraie belle photo, avec tous les partenaires, les représentants de toutes les sociétés de services, de livraison, de logistique, eh bien, qui s'engagent à mieux travailler ensemble. Et pas, on n'est pas dans la poésie, hein, on est dans qu'est-ce qui se passe quand on fait le bilan annuel du contrat? Qu'est-ce qui se passe quand on a un chauffeur a un problème? Qu'est-ce qui se passe quand on transmet la mauvaise information logistique? Donc comment est-ce qu'on arrive à résoudre concrètement les problèmes entre nous en fait? Comment est-ce qu'on travaille mieux ensemble? Donc travailler mieux ensemble et non pas moi GFS, je suis client de Michelin. Hein, ouais, mon client c'est Michelin. Ben non, ton client c'est le même en fait. On a tous un seul et même client. On n'est pas, il n'y a pas même au sein des entreprises, il n'y a pas de client interne. Il n'y a pas le prestataire du prestataire du prestataire. Non, on a un seul client, c'est le client final. Et c'est lui qu'on doit servir. On doit le servir en tant que partenaire. Et enfin, dernier exemple, l'exemple de Zappos. Vous connaissez Zappos, c'est une entreprise qui a été rachetée par Amazon, qui vend des chaussures. Et son président, qui est malheureusement décédé jeune, il y a quelques mois, disait cette philosophie très juste, hein, celle de la symétrie des attentions. Eh bien, pensez à délivrer un service non seulement à vos clients, mais aussi à vos collaborateurs, à vos partenaires. Voilà le sens de la coopération, voilà le sens de l'amélioration. Je vous ai donné plein d'idées de livres à lire. En voilà un que j'adore. Les employés d'abord, les clients ensuite, qui a été écrit par un Indien. Donc on passe des États-Unis, on passe de Las Vegas à New Delhi. L'ancien PDG de HCL Technologies, une SS2I, d'accord? Donc là, je prends un exemple aussi extrême venant d'un autre secteur. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il repense sa posture de manager. Il se dit que pour améliorer le service au client, il faut améliorer son management de l'intérieur. Il faut améliorer la coopération entre nous. Et c'est presque un message pour vous, à vous dire, si vous me demandez comment améliorer la satisfaction des clients de l'immobilier, déjà commencez par bien travailler ensemble, en fait. Au sein de votre entreprise, mettez en œuvre ce que vous promettez aux clients, mettez-le en œuvre aussi en interne. Traitez vos collaborateurs comme vos clients. Et donc, mettez en œuvre cette fameuse symétrie des attentions. Inspirez-vous de Nespresso. Hein. Nespresso, et regardez le film La quête du geste parfait. De quoi ça parle? Nespresso, alors ok, d'accord, un café vendu 40% plus cher, avec des boutiques qui ressemblent à des boutiques de luxe, mais pour avoir lu des courriers de réclamation, et ils ne m'en voudront pas de vous le révéler ici, des courriers de réclamation de Leroy Merlin, il y a des clients chez Leroy Merlin qui investissent 9 000 € dans une salle de bain et qui disent « Pour 9 000 €, j'ai été moins bien accueilli que chez Nespresso ». Et là, ça fait réfléchir Leroy Merlin en disant « Oui, c'est vrai, 9 000 €, c'est un sacré investissement. Une machine à 100 € et des capsules à 45 €. Donc quand on vend des appartements à 300 000 € et des... Bon, vous connaissez la suite. Donc chez Nespresso, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que pour réussir vis-à-vis du client, il faut réussir en interne, en se disant que chacun est l'aboutissement du geste de l'autre. Et en se disant que chaque acte compte, chaque geste compte. Et vous voyez, ce n'est pas le geste parfait, c'est la quête du geste parfait. Le nom de leur film, qui est un film de marque employeur. Donc se dire qu'on est en mouvement pour s'améliorer tous ensemble, chaque geste compte et tout le monde doit être vraiment pris en considération pour s'améliorer. Donc, à retenir de ce dernier conseil, se mettre au service de ceux qui servent les clients, renforcer la solidarité, fluidifier les relations entre partenaires. Pour moi, c'est certainement le secret et une bonne façon de mettre en œuvre ces 5 conseils pour avoir le sens du client. Il est 16h15. Je vous remercie.